bonsoir à tous. À la une de ce journal, le désenclavement des bassins agricoles est-il encore une préoccupation majeure des pouvoirs publics? L'axe routier Loum-Kumba-Mundemba est dans un piteux état à tel point que l'écoulement des produits agricoles a pris un sérieux coup et le prix du transport a été multiplié par 5 au grand désarroi des populations résidant dans le Mungo, la Mémé et le Ndian. Vous verrez dans ce journal comment ces 3 départements et les 2 régions du littoral du sud-ouest vivent un calvaire sur la route nationale numéro 16. Révélation exclusive sur Equinox Télévision à la suite des prescriptions médicales dangereuses. Une série noire d'avortements a engendré le décès de plusieurs femmes enceintes à Yaoundé. Au centre de ce scandale, des médecins et des étudiants en médecine suspectés d'avoir transformé ces pratiques illégales en activités lucratives. À suivre dans ce journal des témoignages bouleversants des experts qui réagissent sur cette question encore taboue au Cameroun. Nous en parlerons dans quelques instants. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Que sont devenues les promesses gouvernementales de désenclavement des bassins agricoles? Partir du Mungo pour le sud-ouest est un véritable calvaire. La dégradation de la route s'est aggravée, notamment sur l'axe Loum-Kumba-Mundemba. Là-bas, sur cette route nationale numéro 16, en piteux état, le prix du transport a été multiplié par 5 au grand désarroi des populations. L'écoulement des produits agricoles en a pris un sérieux coup. Elles vivent un véritable calvaire. Nos reporters également s'y sont rendus. Voici le constat que font Jacquino Molon, Carlos Minoué et Donald Brice Kamgan. Ne vous méprenez pas, vous n'êtes pas sur une piste champêtre, mais bien sur route nationale. Bienvenue sur la route nationale numéro 16. Elle va de Loum dans le littoral à Mundemba dans le sud-ouest. N'approchez que si vous êtes armé de bottes et d'une solide motocyclette. Même là encore, les chaînes peuvent vous lâcher au milieu de ces bourbiers géants. Les véhicules qui s'aventurent ici apprennent à leurs dépens qu'ils ont violé une règle, celle qui consacre l'exclusivité des motos. Le tronçon Loum-Kumba, 35 km, autrefois 1000 francs, coûte aujourd'hui aux voyageurs 5 à 6 000 francs CFA pour 4 heures de route. Il est difficile pour nous de nourrir nos enfants dans cette situation. Donc nous souhaitons que le gouvernement arrange cette route pour que nous transportions tranquillement nos passagers. Est-ce que nous ne sommes pas des Camerounais? Depuis 10 ans, nous souffrons avec cette route. Cet enclavement, c'est aussi l'étouffement du fort potentiel agricole du sud-ouest, riche en produits de rente et vivriers de toutes sortes. Comment vous voulez qu'un Cameroun comme ça, qu'on a confisqué tout, ça ne reste qu'à Yaoundé, vous dites qu'on va faire comment? Le chef de l'État nous a dit que quand Yaoundé est bien, ça veut dire que tout le Cameroun se porte bien. Mais vous voyez ici comment on vit. Moment, vous avez vu comment il y a les bourbiers partout. Et on a essayé de mettre même les cailloux là. Nous qui essayons d'arranger notre route avec le community walk ici au village. Et on est en train de demander l'État de nous sécuriser un peu, de nous donner un peu de coup de main. Pour rejoindre les villes de Kumba, Tombel et Konotiti entre autres, venant du nord-ouest ou de l'ouest, les usagers en véhicule sont contraints de multiplier par 5 le trajet en passant par Douala à raison de l'état de ce tronçon. La nationale numéro 16 porte pourtant une charge historique avec la présence du fleuve Mungo, un symbole de la réunification. L'aménagement des équipements marchands suscite des inquiétudes chez des commerçants au marché central de Douala. Leur multiplication effrénée des boutiques est décriée dans un espace exigu, là où est observé également des difficultés d'accès à ce marché et l'obstruction des voies et des bouches d'incendie.
Conçu depuis les années 80, des commerçants se plaignent de cette attitude et cet aménagement qui les expose à des incendies dans cet espace marchand. C'est un reportage signé Faral Bounia et Eric Fopossi. Depuis quelque temps, la mairie de la ville de Douala fait construire de nouvelles boutiques dans le marché central, ce qui bloque le passage des personnes. Les escaliers qui sont les issues de secours, où ils sont en train de couler des dalles. Ils sont faits de nuit, c'est-à-dire que vous fermez votre boutique normalement, vous ne voyez rien sur un espace. Le samedi soir, quand vous revenez le lundi, vous trouvez qu'il y a déjà une dalle qu'on a coulée. Et on ne sait pas très bien comment est-ce que c'est fait, mais on le voit et après on voit une grille. Sans compter que des cages des issues de secours qui ont été transformées en boutiques, des bouches d'incendie qui ont été transformées en boutiques, des toilettes qui ont été transformées en boutiques. Vraiment, nous n'arrivons plus à circuler dans le marché central parce qu'on a bouché toutes les rues dans le marché avec des constructions anarchiques. Donc même s'il y a un incendie dans le marché central maintenant, on ne doit même pas pouvoir sauver des boutiques. Les gens risqueront même de mourir là à l'intérieur. Ces constructions empêchent aussi l'air de circuler, ce qui rend l'atmosphère suffocante et invivable. Vous allez comprendre la dangerosité de venir boucher des espaces spacieux comme celui-ci, parce que c'est effectivement là un puits de lumière qui permet qu'en cas d'incendie, les flammes puissent échapper. Pour comprendre la logique de ces constructions, nous saisissons Roger Bassadine, le maire de la ville de Douala. Notre correspondance est sans réponse jusqu'à ce jour. Au-delà de ces constructions, le marché central de Douala, construit dans les années 80, fait déjà face à la vétusté de l'infrastructure, notamment les fissures sur la dalle et les problèmes d'étanchéité. Parce que vous regardez les gouttières là, je me suis battu comme je peux pour recueillir l'eau, pour balancer. Mes voisins se plaignent en bas puisque j'ai balancé l'eau sur eux. Je ne sais plus quoi faire. L'eau sointe partout. Chaque saison pluvieuse, c'est la magie. Tous les jours, je bagarre avec l'eau. Vraiment, c'est tout ce que je peux demander au maire de la ville, qui nous vient en aide pour ça. Parce que nous, on souffre pour l'eau au marché central. L'arrivée des reporters d'Equinox sur les lieux fait l'objet de quelques tensions entre commerçants et agents municipaux. La galère des commerçants du marché central de Douala ne fait que commencer avec l'arrivée de la grande saison des pluies en août, septembre et octobre. Après 6 mois d'activité, la régie du terminal à conteneurs de Douala déclare avoir traité plus de 58 000 conteneurs pour des recettes évaluées à environ 25 milliards de francs CFA. Dans un contexte de conjoncture internationale, la plateforme portuaire de Douala se félicite de ses performances et du respect des engagements et un bilan qui devrait intégrer les doléances des acteurs économiques dans la ville de Douala. Des précisions dans ce reportage que signe Jean-Paul Founiat. 6 mois après le lancement de ses activités au port autonome de Douala, la régie du terminal à conteneurs affiche comme bilan dans ses livres comptables 25 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires à mi-parcours de son mandat. Une performance réalisée dans un contexte de la pandémie Covid-19 et tout son impact sur l'économie nationale et mondiale. Nous avons démarré pratiquement avec 0 navire sur notre quai. Au début, il y avait beaucoup de navires qui attendaient à la bouée de base pour voir si on sera capable. Mais ce doute s'est dissipé très rapidement. Nous sommes partis au mois de janvier avec 25 navires pour monter rapidement en février avec 32 navires. Vous voyez que nous avons tout fait pour assurer, pour donner confiance à nos clients. Et aujourd'hui, le bilan que nous vous donnons, c'est un bilan très positif. En un semestre, cette structure agréée a traité un volume considérable de marchandises en import-export. Son secret, la célérité et le respect à 48 heures du temps de traitement d'un conteneur. Nous avons livré aux chargeurs camerounais, au cours de ces 6 derniers mois, 58 808 conteneurs. L'an dernier, l'opérateur qui était là en avait livré 57 000 environ. Je crois que c'est pour le jeu, mais nous avons pu remplir notre mission. Et pour atteindre ce niveau de performance, où les régies sceptiques présageaient un cuisant échec à l'équipe de nationaux aux commandes, le top management a dès sa prise de fonction revu de fond en comble tout le système d'exploitation informatique saboté par le précédent opérateur. Quand le terminal à conteneurs a démarré ses activités, le système d'information était complètement verrouillé.
et les machines étaient verrouillées par des mots de passe. Donc nous avons mis en place notre ingéniosité camerounaise afin de pouvoir libérer ces machines. Par la suite, nous avons pu déployer le système d'exploitation que vous avez vu, Nevis. Avant même son démarrage, de mauvaises langues prédisaient déjà un engorgement inédit de marchandises au port autonome de Douala. L'outil de production, cédé en piteux état, a subi des transformations clés. Le réaménagement des voies de circulation à l'intérieur du parc, la réhabilitation des équipements de levage et de remorquage. S'il n'y a pas de sortie de conteneurs et que les navires continuent à débarquer, il y aura engorgement du parc. Donc nous avons donc incité les enleveurs à chercher les conteneurs et au même moment, nous avons fait une régulation des débarquements pour que les volumes au débarquement ne soient pas toujours supérieurs au volume de sortie. Ceci a permis de garder une stabilité au niveau de nos parcs. Pendant les 6 premiers mois, grâce à l'ingéniosité de nos techniciens, à l'optimisation de leurs approches, à la ténacité de leurs actions, à la rapidité de leurs interventions, ils ont pu maintenir un taux de disponibilité opérationnelle de ces équipements suffisamment élevé pour donner satisfaction à l'exploitation et à nos clients. Soucieux de son avenir incertain, dans la mutation de la DIT Bolloré à la régie agréée, le top management de la nouvelle structure a fait de la ressource humaine le capital premier de l'entreprise. Nous avons été valorisés par ce staff managérial qui a fait confiance à plus de 95% au personnel qu'il a trouvé, en les responsabilisant, en les mettant dans des postes qu'ils méritent. Aucun employé ne peut dire qu'il a moins que ce qu'il avait. Aujourd'hui, la régie agréée du port autonome de Douala estime avoir fait l'essentiel pour mettre toute la grosse machine en marche. Mais la dépendance à l'Internet demeure le gros souci de l'heure. La régie a mis en place un projet d'appropriation de serveurs. Ces serveurs-là permettront, une fois qu'ils seront mis en place, de pouvoir faire descendre ce système qui est sur le cloud au niveau local, dans un site sécurisé, et de permettre à ce que justement nous soyons plus dépendants de ce lien Internet. Et évidemment, l'impact direct, ce sera la fluidité avec nos services de guichet et la facturation et nos services à la directe. Programmée pour échouer bien avant son entrée en service en janvier 2020, la régie du terminal à conteneurs de Douala a déjà la tête au second semestre de son mandat d'1 an qui lui était assigné en début d'exercice. Si l'économie nationale et l'économie internationale est touchée, comme ça a été le cas les mois passés par le coronavirus et que la reprise n'est pas là, nos activités vont en pâtir également. L'autre deuxième difficulté pourrait résider sur l'état de nos équipements. Nous ne cessons d'en parler. C'est une de nos grosses craintes. En termes de plus-value, la régie du terminal à conteneurs a honoré ses engagements. 6 milliards de francs CFA de redevances reversés au port autonome de Douala, 2 milliards 500 millions d'impôts à l'État du Cameroun et 1 milliard 600 millions de francs CFA de ristournes payés aux opérateurs de la plateforme portuaire de Douala. À la clé donc de cette performance, l'expertise et la compétence des hommes, la flamme patriotique doublée du fameux sursaut d'orgueil national. Impossible n'est pas camerounais. Une motivation qui a permis de relever un challenge où le précédent concessionnaire étranger avait failli dans ses obligations contractuelles du cahier des charges, rappelle le staff managérial de la régie agréée du port autonome de Douala. Après un grand reportage d'Equinox Télévision sur la dégradation de la biodiversité et son impact sur le lac Ossa dans la Sanaga-Maritime, le gouvernement a dépêché une équipe ministérielle afin de voir plus clair sur cette plante, la salvinia, qui impacte sur le lac Ossa et des mesures à prendre afin de limiter la dégradation sur la biodiversité. Reportage Ekoka Lobé et Julingue Nyondé. On ne peut pas se laver ici à 18h. On ne peut pas. Les serpents rampent partout. Nous sommes à la merci des serpents, des vipères, tout. Cri de détresse d'une habitante du quartier Beach à Dizangué, dans le département de la Sanaga-Maritime. Depuis quelques années, le lac Ossa est envahi par une herbe appelée salvinia, une espèce de fougère qui réduit la surface du lac et empêche les lamantins de croître. Bien plus, le phénomène entraînerait l'invasion des reptiles et perturberait également la quiétude des riverains. Même les boas, les pitons partout. Regardez, je vais me laver où? Pour se laver, on fait comment? Comment est-ce qu'on va vivre? En visite de travail à Edea,
Le ministre des Forêts et de la Faune, Jules Dorendongo, s'exprime sur ce phénomène tant décrié par les habitants. Cette task force a pour objectif de poursuivre la réflexion afin d'identifier les causes exactes de cette prolifération de cette fougère d'eau. Une fois que le diagnostic aura été bien fait, en principe, les remèdes appropriés à mettre en œuvre doivent suivre automatiquement. Ainsi, une équipe de scientifiques aurait proposé de faire venir les insectes pour détruire les plantes. Une piste pour laquelle les populations se montrent méfiantes. C'est mieux, ils viennent, ils ramassent l'herbe, l'eau sort par derrière et l'herbe se brûle ailleurs ou pour faire le gaz. Mais avec les insectes, non, ça ne peut pas donner. Et je ne crois pas que c'est une solution. Parce que nous ne savons pas ce que ces insectes-là vont laisser en nous piquant. Pour l'autorité administrative, la situation est sous contrôle et en voie d'être résolue. J'ai dit à l'ONG en question que, ok, nous sommes d'accord avec ce résultat expérimental. Maintenant, il est question que nous puissions donc le développer sur site, que dans des délais que nous espérons très brefs, que cette invasion ne soit plus pour nous qu'un mauvais souvenir. Le lac Ossa se meurt et crée un manque à gagner pour les pêcheurs. Au-delà de ses conséquences économiques, c'est également la destruction de la biodiversité qui est en cours. 2 ans après l'élection présidentielle d'octobre 2018, la malgouvernance continue de gangréner la République du Cameroun. C'est du moins le constat que fait le professeur Charlie Gabriel Mbok, invité de l'émission La Vérité en face sur Equinox en télévision. Il a déploré le fait que le régime Biya n'a pas pris en compte les propositions formulées dans le livre pour le libéralisme communautaire. Il critique un État, une administration camerounaise qui est contre le peuple camerounais, qui empêche les partis politiques d'exprimer leur désaccord politique et qui bloque l'alternance politique au Cameroun. Quelles sont ses propositions au moment où le pays traverse des crises multiformes? Morceau choisi avec Flavien Valondogo. Nous avions des certitudes, par exemple le genre nous n'irons pas au FMI. Certains acteurs de l'ombre de la rédaction du livre intitulé « Pour le libéralisme communautaire » peinent à se retrouver dans ce qui était prévu comme boussole pour la marche de la nation. J'ai eu le privilège d'écouter le professeur Njomole dans une émission. Il disait que cet ouvrage a bénéficié de sorte d'ouvrier de l'ombre. Si le professeur a parlé d'écrivain ou d'auteur de l'ombre, ce que vous dites laisse penser que si d'aventure s'était avéré, il y aurait d'énormes indiscrétions dans la République. Professeur Charlie Gabriel Mbok, qui fait partie des rédacteurs de l'ouvrage, se souvient que l'ouvrage avait été mis en œuvre pour satisfaire les espoirs des Camerounais qui venaient de connaître le changement d'homme à la tête de l'État. Cet ouvrage s'achève par quelques recommandations. La question de la démocratisation était fondamentale. La question ou les rêves de pluralisme politique étaient importants. L'école, l'enseignement, c'était des valeurs. La culture n'était plus ce qu'on a vu et qui se limite à l'animation culturelle. Parce que c'est une chose que de penser la culture, c'est autre chose que de faire de l'animation culturelle. L'engagement politique, le concept du patriotisme n'était pas de l'agitation politique. Voyez-vous, c'était des concepts de pensée auxquels il fallait donner consistance. Avec des crises multiples qui secouent le Cameroun depuis les premiers jours du renouveau, l'écrivain et anthropologue, les larmes aux yeux, déplore l'inconsistance du régime actuel à trouver des solutions pertinentes aux problèmes du peuple camerounais. Je voudrais en parler en toute souffrance, parce que lorsque ce livre a paru, il était question de travailler pour un colloque dont l'objet était la mise en application du libéralisme communautaire. À un moment donné, le rêve de libéraliser, le rêve de démocratiser a été victime de beaucoup de résistance de ceux qui devaient justement mettre en application le contenu de ce livre. Pour l'ancien député UPCiste,
L'État au Cameroun se présente comme un appareil qui exprime la brutalité d'un rejet de toute perspective devant faire respecter les orientations prescrites dans l'ouvrage intitulé « Pour le libéralisme communautaire ». Les enseignants sont en souffrance. Dans nos universités, je peux en parler, nous avons des professeurs d'ignorance. Nous devons faire attention à cela, nous assurer que l'exigence de qualité soit non seulement revendiquée, mais protégée. L'opposition, ceux qui ne sont pas d'accord, méritent d'être reconnus comme des gens qui ne sont pas d'accord. Il ne s'agit pas d'organiser contre eux des exécutions sommaires. Le jour où on comprend l'importance du statut de ceux qu'on appelle les opposants, on se rendra compte qu'en réalité, ils ont voulu la même chose, mais d'une autre manière. L'invité de l'émission La Vérité en face a aussi trouvé le moyen de dire sa part de vérité tout en regrettant le non-respect des idées inscrites avec l'avènement du renouveau pour libérer le peuple. Mais hélas. Quel est le regard de cet anthropologue, le professeur Charlie-Gabriel Mbok, sur la manifestation des Amazones à Bruxelles, en Belgique? Ces femmes activistes camerounaises qui ont exposé leur intimité pour dénoncer la situation politique et sécuritaire au Cameroun, attirant l'attention de la communauté internationale sur les dérives dictatoriales, selon elles. Je vous propose d'écouter l'analyse du professeur Charlie-Gabriel Mbok sur ces manifestations de la diaspora et des Amazones camerounaises. Prendre l'exemple de Takumbeng, il y a un rituel dans le nord-ouest, l'Anlou. Lorsque des femmes se mettent nues à cause d'une situation, on ne peut pas, du revers de la main, estimer que c'est des demeurés. Quelle que soit la situation, dans la culture africaine, elles ont exprimé le drame qu'elles vivent. Parce qu'il n'y a pas plus précieux que un corps de femme. Et lorsque une femme accepte de vous dire « je n'ai plus rien à perdre, ce que j'avais d'intime, de précieux, ne semble plus rien valoir aux yeux de ceux qui prennent des décisions sur moi », c'est une tragédie dont le Cameroun ne peut pas se glorifier. Ce n'est pas un simple regard d'anthropologue. Je considère que quelqu'un de plus intelligent que moi l'avait dit, « Homme, soyez humain ». Quand la politique cesse d'être humaine, elle déclenche ce genre de situation parce que c'est un sinistre social. Ce n'est pas parce que ces femmes parle d'un pouvoir que le pouvoir doit dire « Ah, c'est des... regardez-les ». Non. Le symbolisme de la femme qui se met à nu pour crier sa révolte doit interpeller les décideurs. Parlant des femmes, vous le savez, la question de l'avortement est encore tabou au Cameroun. Pourtant, de nombreuses jeunes femmes ayant contracté une grossesse indésirée cherchent en toute clandestinité à y mettre un terme. Certaines d'entre elles font confiance à des mains expertes des professionnels de la santé. Cependant, il s'agit des personnes véreuses qui ont donné des prescriptions médicales dangereuses ayant provoqué la mort de plusieurs jeunes femmes enceintes. Le drame s'est produit à Yaoundé, là où, dans ce drame, les principaux suspects sont des médecins et des étudiants en médecine. Après une alerte lancée par un journaliste, les suspects ont été arrêtés. L'enquête d'Equinox Télévision fait des révélations troublantes. C'est une enquête signée Rodin Gassi et Marcelin Gransop. D'apparence sereine, Polycarpe Atangana est pourtant préoccupé. Le journaliste, spécialiste des droits de l'homme, vient de mettre à nu un réseau de médecins spécialisés dans l'avortement illégal. Le réseau est constitué de 5 membres clairement identifiés et dont le cerveau est un jeune apprenant dont nous taisons le nom, inscrit en 5e année, filière gynécologie, à l'Institut supérieur de technologie médicale de Colondom à Yaoundé. Je me suis intéressé à la vie de ce jeune étudiant qui vit dans un appartement de 200 000. Il a une grosse voiture,
il a une ménagère. Alors, lorsque je m'avance plus près, dans son intimité, je découvre donc qu'il fait dans les avortements illégaux et le trafic des fœtus. D'ailleurs, il n'est pas le seul médecin qui fait ce genre de pratique. Il y a ces aînés académiques qui sont dans des hôpitaux publics. Saisi par une dénonciation, le procureur de la République, près le TPI du Fundi, va instruire une enquête en urgence auprès de la brigade de gendarmerie de Mélène, laquelle enquête va conforter les faits dénoncés précédemment. Voyez-vous, vous êtes le chauffeur, entre guillemets, d'un jeune étudiant et qui tout de suite se félicite du fait qu'il fait avorter par recommandation de ses amis les femmes à 20 000 francs. Avant-hier, il a fait un avortement, ça lui a donné 40 000. Hier, il a fait un autre, ça lui a donné 40 000. C'est un sentiment de frustration. Ce sont des actes tout de même anti-républicains dont nous devons condamner avec dernière énergie. Nos investigations nous conduisent sur la piste de la dernière victime, tout juste âgée de 20 ans et élève au collège de la retraite. Elle a obtenu du procureur un peu de temps pour libérer l'examen baccalauréat pour lequel elle est candidate. Mais la liste des victimes est très longue, selon les aveux faits à la gendarmerie par le cerveau du réseau. Le procureur de la République a tous ces éléments. Lorsque je me rends compte qu'au bout de 5 ans, ce monsieur, ce jeune étudiant, a tué pratiquement 300 enfants, délibérément, volontairement, pour des motifs de cupidité. Je crois que les 20 patientes qui ont perdu de la vie lors de ces malheureuses expériences, la justice leur sera rendue en leur mémoire et en la mémoire de leur famille. Ces médecins d'un autre genre ont rendu célèbre un médicament qu'ils prescrivent pêle-mêle aux jeunes filles, pour la plupart des élèves, dont l'âge varie entre 15 et 20 ans. Et c'est dans la rue que le fameux médicament, dont nous nous gardons de publier le nom, a le vent en poupe, notamment auprès des vendeurs du poteau. Nous échangeons d'ailleurs hors caméra et sous anonymat avec l'un de ces vendeurs. C'est comme la pilule du lendemain. Voilà. C'est 3 000. Il y a deux qualités. Hein. Il y a l'autre comme ça, on vend à 5 000, l'autre c'est 3 000. C'est comme la pilule du lendemain. Tu peux prendre pour 5 000. Ça sort combien? Si tu n'as pas envie de regretter pour dire que ça sort 2, c'est très bon. L'affaire fait grand bruit dans la capitale, non sans inquiéter l'ordre des médecins du Cameroun. Joint au téléphone, son président, le docteur Guy Sandjong, a indiqué que ses équipes vont se saisir de ce dossier afin de mener à leur tour une enquête approfondie, socle sur lequel reposera leur position sur la question, le moment venu. Ancien doyen de la faculté de médecine et des sciences biomédicales de l'université de Yaoundé 1, le professeur Tétanié Ekoué, que nous avons eu au téléphone, est tétanisé par ces mauvaises pratiques. Il faut rappeler que ces pratiques sont absolument anti-déontologiques et maintenant elles deviennent criminelles. Le serment d'Hippocrate que prête tout médecin de par le monde interdit ce genre de pratiques. Le médecin a sa petite idée sur les causes profondes de tels égarements qui n'honorent pas la profession médicale. Nous avons toujours décrié le fait qu'on n'est pas ajusté. Le gouvernement du Cameroun et la Guinée équatoriale sont en train de négocier des accords visant à une protection commune de la frontière au niveau de Kiousi. Vous le voyez en image, une délégation interministérielle du Cameroun séjourne à Malabo, en Guinée équatoriale, afin de discuter et de poursuivre les pourparlers sur la gestion et la sécurisation de la frontière entre le Cameroun et la Guinée équatoriale. Le ministre des Relations extérieures du Cameroun, le jeune Belambela, le ministre de la Défense, Joseph Betty Assama, et le chef d'état-major des armées, le général Claude Mekara, ils sont tous à Malabo afin d'échanger avec les officiels équato-guinéens et de parvenir à un accord visant à la protection et la surveillance commune de la frontière Cameroun-Guinée équatoriale. Les pourparlers se poursuivent demain à Malabo. Encore un cri de détresse des étudiants camerounais après ceux du Maroc. Ce sont des Camerounais en Tunisie qui ont tenu à faire entendre leur voix pour dénoncer leurs mauvaises conditions de vie. Ils disent être abandonnés à leur propre sort. Ils affirment qu'ils sont menacés d'être mis à la porte
de leur résidence, faute de moyens pour payer le loyer, incapables de se nourrir pour la plupart. C'est depuis 3 ans que ces étudiants boursiers camerounais vivent dans cette situation précaire. Ils font savoir que le gouvernement camerounais les a sevrés des primes annuelles. Malgré les multiples revendications et promesses, rien n'a été fait jusqu'ici. Pour exprimer leur mécontentement, ils ont mis sur pied un clip vidéo. Ils relatent leur mal-être, étudiants camerounais en Tunisie, qui interpellent encore les pouvoirs publics. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Marché central de Douala dans le 2e arrondissement, des boutiques partout. Et des boutiques construites sur les marches, l'escalier qui a été réduit pour la construction des boutiques, des espaces d'aération également qui ont été fermés pour l'aménagement de nouvelles boutiques. Des commerçants s'interrogent sur un tel aménagement. À quel principe obéit-il? Est-ce que les règles en matière de prévention et de sécurité incendie ont été véritablement prises en compte? Vous avez suivi comment des clients s'inquiètent au regard des multiples incendies enregistrés au marché central de Douala. L'obstruction des bouches d'incendie est décriée. Également, le fait que la vie, les conditions de travail des commerçants ne sont pas vraiment prises en compte. Malgré les multiples relances, le maire de la ville de Douala n'a pas tenu à répondre aux préoccupations d'Equinox Télévision. Voilà, nous avons la chance d'avoir un conseiller municipal de Douala 2e sur ce plateau. Il est là, Charles Elisan, il va nous dire davantage sur le marché central de Douala. Deuxième sujet, Cédric Noufélé, il y a le lac Ossa et la plante Salvinia. Cette plante a envahi ce lac depuis plusieurs années. Les populations sont inquiètes parce que cette plante attire des reptiles, réduit la présence des poissons qui étaient là une ressource halieutique importante pour les pêcheurs et les populations riveraines. C'est après le grand reportage d'Equinox Télévision que le ministre de la Faune et de la Forêt a pu se rendre compte de l'urgence du problème. Il s'y est rendu. Pour le moment, c'est une réflexion qui est en cours, alors que les populations signalent l'urgence de résoudre ce problème qui dégrade la biodiversité. 2 options sont en cours. La première, c'est de pouvoir utiliser des insectes pour pouvoir se débarrasser de cette plante. Une option à laquelle la population n'adhère pas en raison des risques sur d'autres cultures existantes dans la Sanaga maritime. Voilà, madame, monsieur, c'est dans l'essentiel d'Equinox Soir. Tout à l'heure, la deuxième partie consacrée au début du journal. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain. 20h.